Bonsoir chers téléspectateurs, merci de rester fidèles à nos programmes. Nous commençons cette édition par les sommaires. Les activités socio-économiques sont restées paralysées toute la journée de ce lundi 6 février 2023 à ville de Goma. Cela fait suite à l'appel des jeunes des mouvements citoyens et des groupes de pression à manifester contre la naïveté de la force régionale de l'EAC à République démocratique du Congo. Le président congolais a demandé directement au commandant des opérations des forces régionales de l'EAC à lancer les offensives pour contraindre les M23 à quitter le sol congolais. C'était lors du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État membres de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC tenu à Bujumbura, capitale du Burundi, samedi 4 février 2023. Tout pour les sommaires. Commençons par ces nouvelles manifestations à Ville de Goma. Les activités socio-économiques sont restées paralysées toute la journée de ce lundi 6 février 2023 dans cette capitale provinciale du Nord Kivu. Cela fait suite à l'appel des jeunes des mouvements citoyens et des groupes de pression à manifester contre la naïveté de la force régionale de l'EAC à République démocratique du Congo. Vivez ces situations dans ce reportage de Touver Wundi de la RTNC Goma. Difficile circulation à travers les routes de Goma ce lundi 6 février 2023. Des grosses pierres ont été utilisées par les jeunes pour barricader tout passage, réclamant que les forces de l'EAC s'activent sur les fronts pour anéantir les terroristes du M23 et leur allié principal connu, le Rwanda. Les enfants âgés de moins de 15 ans ont eu l'occasion de sillonner les rues, scandant des chants hostiles au pouvoir de Kigali. Certains manifestants ont circulé avec le cercueil dans les rues en criant « Rip Kagame ». Les autorités militaires de l'état de siège ont effectué des descentes sur le terrain pour ouvrir le passage sur les boulevards principaux. Le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima Kongba, a pris du temps pour écouter les revendications dans les foules accompagnées du commandant de la police ville de Goma. Le lieutenant-général Constant Ndima a rassuré que ceux qui ont barré les routes que l'armée reste déterminée à se battre face à l'ennemi, d'où le besoin de voir la circulation fluide. Certains dérapages ont été signalés, dont une église vandalisée au quartier Himbi, un restaurant a été pillé. L'organisateur de cette manifestation n'est pas connu, mais serait des mouvements citoyens. Toute activité scolaire n'a pas eu lieu. On n'a pas vu le déploiement de la police pour maîtriser les manifestations. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, appelle la population de sa province à la retenir et à se méfier de tout message appelant la population à manifester. Dans un communiqué de presse rendu public l'après-midi de ce lundi, le 6 février, le chef de l'exécutif provincial met à garde les habitants qui se livrent à des actes de pillage et de débordement. Suivez le gouverneur Constant Ndima. Très chers compatriotes, consécutivement à la situation qui prévaut actuellement dans la ville de Goma, en rapport avec l'appel à la ville morte organisé par la société civile ce lundi 6 février 2023 contre la force régionale des États d'Afrique de l'Est et EAC en sigle, ainsi que la MONUSCO. Le rapport de services spécialisés en ma possession fait état de plusieurs dérapages et débordements sur le terrain, dont les actes de pillage et de barricades des avenues. En effet, il s'agit de l'œuvre des gens mal intentionnés qui infiltrent notre paisible population pour s'attaquer aux propriétés privées, aux biens publics et aux partenaires du gouvernement congolais. Vous conviendrez avec moi que la province du Nord Kivu traverse actuellement des moments difficiles du fait de l'agression injuste nous imposée par le M23 RDF et que se livrer à des actes de pillage et de débordement ne fera que sombrer davantage notre province dans une situation d'asphyxie économique, ce qui va beaucoup plus profiter à l'ennemi qu'à notre population. Vu la situation sécuritaire de l'heure, les barricades des routes risquent d'empêcher nos services de défense et de sécurité de bien sécuriser notre ville de Goma. Au regard de ce qui précède, et partageant les mêmes soucis que ma population,
je lance un appel patriotique au calme et à la retenue. De même, il est important de laisser libre circulation aux agences humanitaires et les ONG qui s'emploient à apporter l'assistance à nos compatriotes déplacés dans des camps. Enfin, je rassure à toutes et à tous que vos revendications ont été belles et bien entendues. Dans ce même contexte de sécurité et de tension entre la République démocratique du Congo et le M23 dans le sud de la province du Nord Kivu, un hélicoptère de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo à provenance de Beni pour Goma a été attaqué par des inconnus l'après-midi de dimanche 5 février 2023. Un membre de l'équipage a été tué dans cette attaque et un autre blessé. Le fait s'est passé à Roussayo, une agglomération située près de la ville de Goma. La MONUSCO condamne fermement cette attaque contre son aéronef porteur d'emblème des Nations Unies. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a également condamné cette attaque. Dans un communiqué rendu public ce lundi 6 décembre, le porte-parole du gouvernement congolais a précisé que cette attaque a eu lieu dans une zone sous contrôle des rebelles du M23. Tenu du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État membres de la communauté de l'Afrique de l'Est à Bujumbura, capitale du Burundi, samedi 4 février 2023, parmi les matières discutées, la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC. Les participants à ce sommet ont reconduit la recommandation du cessez-le-feu et du retrait du M23 sur le sol congolais. Présent à ces assises, le président congolais a demandé directement au commandant des opérations de la force régionale de l'EAC à lancer les offensives pour contraindre les rebelles à quitter le sol congolais. Suivez ce reportage de la presse du gouvernorat. En invitant ses homologues de la communauté de l'Afrique de l'Est au sommet extraordinaire de Bujumbura, le président en exercice de cette communauté et chef de l'État du Burundi, Évariste Ndayishimiye, voulait évaluer ensemble la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda et tirer toutes les conséquences. Cette feuille de route exigeait le retrait définitif et effectif des troupes pro-rwandaises du M23 des localités congolaises avant le 15 janvier. À l'issue des 3 heures de discussion à huis clos, les 6 chefs d'État ont fait le constat du refus délibéré des troupes terroristes du M23 de quitter les territoires occupés. Les chefs d'État se sont réunis pour examiner le développement de la situation en RDC, la situation sécuritaire à l'est du pays. Ils ont fait le même constat que ça se détériore et qu'il faut vite agir pour faire appliquer les instruments qui sont en vigueur pour le moment, particulièrement le communiqué final du mini-sommet de Luanda qui a prévu un chronogramme qui a en fait la fusion entre le processus de Nairobi et celui de Luanda. Et ils ont insisté particulièrement sur la nécessité de la cessation des hostilités, particulièrement du côté du M23 et son retrait, comme convenu, de manière que les Congolais qui sont des déplacés de guerre reviennent à leur domicile. Évidemment, de manière générale, ils ont encouragé le président Tshisekedi de continuer avec le dialogue politique qu'il a initié à travers les consultations. Et évidemment, le président leur a donné des assurances qu'il est ouvert à tout le monde. Tous les groupes armés, c'est son travail. Et tout le monde a reconnu à l'unanimité que toutes les recommandations, toutes les programmations qui ont été faites, que ce soit dans le cadre du processus de Nairobi ou de celui de Luanda, plus particulièrement le communiqué du 23 novembre de l'année dernière, que tout cela n'a pas été exécuté. Le M23 s'est moqué des gens, soutenu par le Rwanda. Et c'est pour cela qu'ils ont préconisé une démarche pour relancer. On a responsabilisé aussi les chefs d'état-major des armées, des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est pour faire un nouveau chronogramme qui va permettre très rapidement à ce que le M23
et le Rwanda exécute ce qu'on avait convenu et comme je vous ai dit, que les choses aillent mieux. Au cours de ces échanges, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est resté très ferme dans ses principes. Un mandat beaucoup plus offensif de la force de l'EAC et la poursuite du déploiement des contingents d'autres pays à l'exception du pays agresseur. C'est que les sommets de Bujumbura a adopté dans son communiqué final. Le sommet s'est engagé à continuer dans son engagement en vue de rétablir définitivement la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et d'y établir la sécurité durable. Le chef de l'État congolais a par ailleurs interpellé les commandants de la force régionale quant au comportement de ses troupes sur le terrain des opérations. C'est très dommage que la population s'entraîne. Vous êtes venus pour nous aider, vous n'êtes pas venus pour avoir des problèmes. Donc soyez vraiment attentifs à ça. Soyez attentifs à ça. Posez, répondez aux questions que la population communique avec la population. Les 6 chefs d'État ont levé l'option d'une réunion des chefs d'État-major des armées de l'EAC dans une semaine, bien avant une réunion plus élargie pour une double évaluation des processus de Luanda et de Nairobi dans la deuxième quinzaine de ce mois à Addis Abeba. Et dans l'optique de lutter contre les rebelles du M23 dans la partie sud du Nord Kivu, le chef de l'État congolais doit exercer une force sur les terroristes au lieu de recourir au dialogue. Arsène Kaputu, assistant en sciences politiques à l'UOR Butembo, pense que l'éradication totale du M23 dans l'est de la République ne viendra pas de dialogue. Selon cet analyste, le sommet extraordinaire de l'EAC tenu le 4 février dernier à Bujumbura ne sera pas bénéfique pour la RDC dans l'éradication du M23. Arsène Kaputu exhorte également le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, de rompre carrément avec l'EAC car il joue au jeu d'hypocrisie. Suivez. La RDC a déjà déclaré l'M23 comme un mouvement terroriste. Il est dit internationalement qu'on ne peut pas négocier avec les terroristes, il faut le frapper. Mais les M23 aussi savent qu'ils sont déjà mal qualifiés sur la scène internationale. Ils veulent plutôt pousser le gouvernement congolais à négocier. Degré, non de force avec lui. Et la RDC ne veut pas le faire. Comme la RDC ne veut pas le faire, c'est de déloger l'M23 de ces régions-là. L'East Africa Community est venu. Les gens pensaient que ce sont ces forces-là qui seraient la pire solution à l'avancement du M23. Mais non. Plutôt, ces forces-là sont venues jouer le rôle de la MONUSCO, le cessez-le-feu, qui se faisait dans le passé. Et l'M23 est en train de progresser. Ce que l'M23 veut, c'est quoi? C'est débloquer la ville de Goma pour que Goma soit étouffée. Et après, la population civile sera obligée de manifester pour obliger le gouvernement congolais de négocier avec l'M23. Et si cela arrivait, si le gouvernement congolais négocie avec l'M23, on connaît les revendications. C'est de revendiquer l'amnistie à tous les officiers de ces M23-là pour qu'ils ne soient pas traqués par la justice. C'est aussi demander que les militaires soient intégrés dans les FARDC, c'est que le président de la République et la plupart des citoyens congolais dignes de ce nom ne veulent pas. C'est aussi que tous les civils qui sont dans la M23 soient intégrés dans la fonction publique, dans l'administration publique congolaise. C'est que nous ne voulons pas, c'est que nous ne voulons pas. Et si la RDC, c'est-à-dire les institutions politiques de la RDC, ne veulent pas de ces revendications du M23 qui sont déjà connues d'avance, avant que même la RDC n'aille négocier avec les M23, parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Kambala, c'est que la RDC a l'obligation de frapper. Il faut frapper. À Goma, il y a gouverneur, c'est un lieutenant général. Est-ce que le lieutenant général peut être humilié par une rébellion? Normalement, ce serait non. Est-ce que vraiment toute une armée peut être humiliée par un mouvement rebelle? La réponse serait non. Et donc, la population congolaise, elle est derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a que les mots d'ordre des institutions qui manquent. La région de Beni fait face à une insécurité alimentaire, conséquence de la persistance des conflits armés dans la zone. La guerre a sensiblement réduit le niveau économique et agricole dans la région.
Néanmoins, certains habitants sont en train de se spécialiser dans l'agro-pastoral pour diminuer la pauvreté. À l'occurrence, la pisciculture intéresse de plus en plus de nombreux habitants de la ville de Beni et de cette région. Delphin Mupanda, notre permanent dans la ville de Beni, nous en parle. Nous sommes dans la ferme Folki regorgeant une douzaine d'états piscicoles de diverses variétés de la majorité les tilapia. Il dessert à hauteur d'une demi-tonne de poissons à chaque production, tel que nous explique Amate Jeune responsable. Ici nous avons une douzaine d'états piscicoles, mais les états qui sont en activité actuellement c'est 9. Quand nous produisons, nous environnons 500 kilos, donc une demi-tonne. Et nous ravitaillons souvent kilos quoi, et les petits marchés comme Kandouri, Ngindi, des fois même Mangina et Kianzap. La Folki est en difficulté de répondre aux besoins de toute la population pour diverses raisons, notamment l'absence des allevants et de la provade des poissons. Nous avons d'abord les difficultés d'ordre financier. Nous avons la difficulté aussi de nous ravitailler à partir de l'Est. De nous-mêmes, nous ne savons pas produire les allevants, ni même la provade, l'alimentation pour les poissons. Il nous faut recourir à l'extérieur. Il est aussi possible de nourrir les poissons à partir des déchets de la porcherie ou des zooplanctons et des phytoplanctons, indique l'infirmier vétérinaire Janon Lossuire, conseiller pratique en élevage de la basse-cour. Vous voyez, les déchets qui vont provenir de la porcherie vont nous aider à nourrir au même moment le poisson. Parce que certains déchets qui proviennent de la drèche, du tourteau, vont aller être consommés par les poissons. Les poissons se nourrissent des déchets. Nous avons aussi des plantes maraîchères, donc les plantes qui sont presque dans l'eau. Ces plantes, on les appelle des phytoplanctons. Malgré le développement de la pisciculture à Beni, certains vendeurs se ravitaillent encore en Ouganda. Ils demandent l'implication des autorités pour promouvoir la pisciculture à Beni. La région de Beni s'est ravitaillée en poissons à partir de Tchomi à Djougou, à Kiavinyonge en Ouganda via Kassindi, des zones dont les routes sont désécurisées. Et la question de l'exploitation des minerais en République démocratique du Congo au prix de ça des Congolais a été soulevée dans la conférence des princes co-animée par le pape François, l'archevêque de Canterbury et les modérateurs de l'église d'Écosse dimanche 5 février 2023. Kraska Koko nous en parle. C'est sur ces votes de retour du Soudan du Sud pour les Vatican que le pape François, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et le modérateur de l'église d'Écosse, Ian Grunshield, ont répondu aux questions de journalistes. Le pape François s'est dit frappé et endolori par le problème de l'Est de la RDC, consécutif à l'exploitation de richesses du pays par des grandes puissances mondiales. Voi avete tante ricchezze naturali che attirano gente che viene. Vous avez tellement de richesses naturelles qui attirent les gens à venir exploiter les Congos, excusez les mots. Il y a cette idée que l'Afrique doit être exploitée. Quelqu'un dit, je ne sais pas si c'est vrai, que les pays qui possèdent des colonies ont donné leur indépendance à partir du sol, pas du dessous. Ils viennent pour les minerais. Mais l'idée que l'Afrique est à exploiter, nous devons nous loter. L'Afrique a sa propre dignité et le Congo a un haut niveau. Et on parla d'exploitation. Je suis frappé et endolori par le problème de l'Est. J'ai pu avoir une rencontre avec les victimes de cette guerre, des blessés, des amputés. Terribile. Feriti, amputati. Tant de douleurs, tout ça pour prendre les richesses. Le ricchezze. Ça ne va pas, ça ne va pas. Le Congo a tant de possibilités.
Congo ha tante possibilità. Pour Justin Welby, l'archevêque de Canterbury, la RDC n'est pas le terrain des jeux de grande puissance ou de petites sociétés minières. Je veux être tout à fait d'accord avec ce que Sa Sainteté a dit. Il faut être clair. Le Congo n'est pas le terrain de jeu des grandes puissances, tout au profit de petites sociétés minières qui agissent de manière irresponsable avec l'exploitation minière artisanale. L'utilisation d'enfants soldats, les enlèvements, les viols à grande échelle et qui sont tout simplement en train d'expolier le pays, qui devrait être l'un des plus riches de la planète, capable d'aider le reste de l'Afrique. Le pays a été torturé, a obtenu l'indépendance politique sur les plans techniques, mais pas d'indépendance économique. L'Église fait un travail extraordinaire. L'Église catholique fait un travail extraordinaire. Le projet des Grands Lacs est merveilleux. Mais les grandes puissances doivent dire, l'Afrique et en particulier le Congo ont tellement de ces métaux, ces minerais, ces ressources dont le reste du monde a besoin si le reste du monde veut faire une transition écologique et sauver la planète du changement climatique. Que la seule façon de le faire n'est pas de se couvrir le main de sang, c'est de chercher la paix du Congo et non leur prospérité. Pour Ian Greenshield, le modérateur de l'Église d'Écosse, la promotion du développement dans les pays africains passe par la reconnaissance des droits des femmes et surtout des jeunes femmes. Le pape a mentionné les jeunes, des jeunes hommes droits, bons, méritent l'opportunité à accéder au développement. De mon expérience dans d'autres parties du monde, des jeunes femmes brillantes méritent exactement les mêmes opportunités que les autres, quels que soient les pays, mais particulièrement dans les pays en développement. C'est mon devoir que les droits des femmes, des jeunes femmes en particulier, soient reconnus comme primordiaux. Cette conférence de presse fait suite au voyage de 6 jours du pape François en Afrique. Il est venu en République démocratique du Congo du mardi 31 janvier au vendredi 3 février 2023, avant de se rendre au Soudan du Sud, du vendredi 3 février au dimanche 5 février 2023. Le souverain pontife a annoncé la paix dans ces deux pays de l'Afrique centrale, secoués par des conflits armés où sont commis des actes horribles contre l'humanité. Et des jeunes de la commune de Vulamba ont été sensibilisés sur les échéances électorales à venir, notamment les opérations d'enrôlement et les élections municipales. Rose Tuombeane s'est entretenue avec les jeunes dimanche 5 février 2023. Elle veut se rassurer que sa base est suffisamment préparée sur le processus électoral à cours et encourager les jeunes de la commune Vulamba à se représenter aux élections municipales. Suivez ce reportage de la cellule de communication de Rose Tuombeane. À quelques jours du début des opérations d'enrôlement en ville de Butembo, des différents acteurs politiques et communautaires s'activent pour mobiliser la population. Ce dimanche 5 février, c'est la célèbre activiste Rose Tuombeane qui a été en face des jeunes, filles et garçons de la commune Vulamba pour une matinée électorale. Des centaines de participants ont été entretenus sur 2 thèmes, les élections locales et rôle des conseillers municipaux, ainsi que l'opération d'enrôlement et identification des électeurs. Pour la première fois que la RDC organise les élections municipales, la brave dame de Butembo veut s'assurer que les jeunes s'impliquent et s'approprient ces élections.
Pour Rose Kambutompeane, beaucoup de jeunes ont toujours fait preuve de bravoure et ce processus est une occasion pour eux de contribuer au vrai changement qui doit commencer par la base au lieu de commencer par la hiérarchie. Pour ce faire, Rose Kambutompeane a exhorté aux participants de saisir l'opération d'enrôlement comme une opportunité pouvant leur permettre d'exprimer leur voix et de contribuer au vrai changement de notre pays en général et de la vie de Butembo en particulier. Ce message motivateur a ému les participants à cette matinée électorale qui ont salué l'initiative de cette femme leader de Butembo qui les a édifiés en cette matière combien importante. On a parlé de beaucoup de points, notamment les points sur les élections de conseillers communaux. Et dans ce point, l'orateur du jour nous a parlé de conditions pour participer à ces activités. Voilà pourquoi nous, en tant que participants, nous avons été motivés de pouvoir participer à ce processus qui va bientôt intervenir. Mais aussi, au-delà de ça, on est revenu sur les élections qui vont bientôt approcher. Et là, on a appelé toute la population de venir s'enrôler massivement comme ce processus va commencer ici février. En fait, ce pays nous appartient tous. Nous avons tous le devoir de nous unir et de travailler de sorte que ce pays puisse changer. Alors, si nous voulons le changement de ce pays, nous devons coûte que coûte aller voter nos représentants. Revenons sur les élections des conseillers communaux. En fait, je ne savais pas que ça pouvait se passer de la sorte. Parce que moi, depuis que je suis, je dirais, majeur, je n'ai jamais assisté aux élections ici, dans notre pays, ou même ici, localement, de ces conseillers communaux. Grâce à cette activité d'aujourd'hui, nous sommes vraiment, je dirais, au complet. Nous avons appris pas mal de choses et nous remercions la personne qui a organisé cette activité de grande envergure, qui n'est autre que l'honorable Maman Rose Kambutompeane. Merci. Maman Rose nous a expliqué de l'enrôlement et j'ai compris l'importance de l'enrôlement. On nous a dit que l'enrôlement nous permet d'avoir une pièce d'identité, d'avoir droit au vote. Je vais d'apprendre les rôles des conseillers communaux et les conditions pour être candidat. Soucieux de contribuer au changement, ces jeunes ont exprimé leur détermination à participer activement au processus électoral qui est en cours en République démocratique du Congo. Rose Kambutompeane a ainsi exhorté aux participants d'aller se mobiliser à leur tour pour édifier leurs proches en leur donnant des informations nécessaires sur l'opération d'enrôlement, tout en rassurant que ce périple de mobilisation va se poursuivre à travers la ville. Le 6 février est une journée mondiale sans téléphone. Cette journée a été instituée depuis 2001 pour amener les usagers de se poser la question de savoir quelles relations ils entretiennent avec cet outil de communication. Dans le contexte de Butembo, le chef de travaux Umbo Salama, enseignant en sciences de l'information et de la communication à l'Université de l'Assomption au Congo, appelle les détenteurs de téléphones mobiles de contrôler leur manière d'utiliser leur téléphone. D'après lui, nombreux ont trompé de dépravation des mœurs et des couples se sont séparés à cause du mauvais usage du téléphone. Umbo Salama dans cet extrait sélectionné pour vous par Delphine Weya. Certaines personnes, le téléphone est presque ce qu'on peut appeler leur boutique, donc c'est leur lieu de travail. Il y a nombreux où le téléphone est utilisé comme leur lieu de travail. Mais ce qui est là, surtout du côté des jeunes, des enfants, et c'est là où il peut y avoir un peu d'éthique par rapport à l'usage du téléphone. C'est à grande partie du côté des jeunes, puisque dans notre milieu, dans notre culture, on n'a pas encore l'habitude de donner le téléphone aux enfants, à moins que les enfants puissent l'utiliser comme un jouet. Donc pour leur distraction, ils peuvent jouer de la musique sur le téléphone, ils peuvent suivre des films sur le téléphone, ils peuvent suivre des dessins animés sur le téléphone. Mais à grande partie, ce sont au niveau de la jeunesse où le téléphone semble l'emporter sur beaucoup d'autres histoires. Et de ce côté-là,
surtout du côté des jeunes. Vous voyez par exemple que depuis l'arrivée du téléphone, il y a peu de jeunes qui savent maintenant écrire des lettres. Actuellement, si tu demandes à un jeune de rédiger une lettre, c'est déjà compliqué. Et demander à un jeune de rédiger même un paragraphe, c'est déjà compliqué puisque ce paragraphe va contenir beaucoup de fautes d'orthographe. Vous voyez dans les messages de téléphone, on a l'habitude d'abréger. Avec bonjour, quelqu'un écrit BJR. Et donc ça amène les gens à ne pas fournir assez d'efforts pour apprendre quelque chose. Il y a aussi notre méfait du côté des téléphones, c'est la prise abusive des images, l'usage abusif des images. Donc on ne tient plus compte du droit d'auteur, de la façon d'utiliser les images. C'est comme ça qu'actuellement, vous voyez, il y a trop de sextapes qui sont en train de circuler sur les téléphones. Et c'est à grande partie du côté de la jeunesse qui est en train d'utiliser abusivement leur téléphone. Il y a aussi dans les problèmes même d'avoir des unités. Tu vois, les gens sont trop distraits avec des WhatsApp, trop distraits avec des Facebook, et ils ne se concentrent plus sur autre chose. Et quand on est à la maison, vous pouvez voir, les jeunes n'ont pas l'état par exemple de lessiver ses habits, puisqu'il est trop pris par le téléphone, des fois distrait même de manger, puisse prendre le téléphone, qu'on puisse savoir quand est-ce que je peux utiliser le téléphone, quand est-ce que je peux me concentrer sur autre chose, quand est-ce que je peux faire autre chose sans le téléphone. Et ça, c'est d'abord la première chose à mettre à tête. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment ici sans utiliser le téléphone? À quoi mon téléphone peut m'être utile? Et à quoi le téléphone peut aussi me mettre dans d'autres histoires, ou à quoi le téléphone peut, par exemple, porter atteinte, soit à ma vie privée ou à la vie privée des autres personnes. À quand le téléphone peut me rendre trop distrait. Et ça, c'est la première chose à mettre à tête. Donc, il faut savoir quand utiliser le téléphone, quand ne pas l'utiliser et comment l'utiliser. Et aussi apprendre beaucoup de notions sur la sécurité numérique. Comment je dois sécuriser mon téléphone et me sécuriser moi-même. Le Sénégal remporte le championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2022. À l'issue des matchs de 120 minutes, les Lions de la Teranga vont à bout de Fenech lors de la séance de tir au but de 5 contre 4. Le Sénégal devient ainsi le premier pays africain avec les triplés en compétition majeure de la CAF. Joël Tali nous en parle. Les records s'empilent pour les Lions de la Teranga qui redeviennent dominateurs sur le continent africain. La date du 4 février 2023 restera à jamais gravée dans la mémoire collective des Sénégalais. Le Sénégal remporte le CHAN, le premier de son histoire. Après 120 minutes à un score vierge, les Lions de la Teranga remportent les chocs de la finale jusqu'au tir au but. 5 pour le Sénégal et 4 pour l'Algérie, dont l'attaquant Mayous est meilleur buteur de la compétition rate les tirs, le poussant tout bonnement entre les mains de Mohamed Sy, portier du Sénégal. Après avoir été récemment champion de l'Afrique de la Coupe d'Afrique des Nations CAN avec son équipe A, le Sénégal remporte également le championnat d'Afrique des Nations CHAN, compétition réservée aux joueurs évoluant dans leurs pays respectifs. En octobre dernier, le Sénégal a également gagné la Coupe d'Afrique des Nations de la plage, CAN de Beach Sosa CAF 2022. Le Sénégal est ainsi le premier pays africain à faire ce triplé historique. Après ce sacre, le Sénégal devra empocher 2 millions de dollars américains. Algeria defeated on home soil and Senegal. Et face à cette débâcle de la RDC en championnat d'Afrique des Nations, l'analyste sportif Néhémie Mboussan préconise la stabilisation du programme de match des 2 éditions de la Ligue nationale de football l'INAFOOT pour permettre aux joueurs de se disputer régulièrement et d'être en forme. Il croit que les joueurs locaux peuvent être clés pour les éliminatoires de la CAN qui pointent d'ici mars 2023. Il est au gouvernement de la RDC de miser sur ces compétitions en les finissant de manière conséquente. Suivez Néhémie Mboussan dans cette extrait choisi par Joël Tali. C'est possible de compter sur les joueurs locaux parce que vous savez, une sélection nationale des Léopards A, c'est une sélection qui se base sur les 2 facteurs. Voilà pourquoi même le coach lui-même, Sébastien, a compris que non, je ne vais pas faire avec les internationaux.
Donc, je dois combiner avec le 2. Et il a suivi très près, d'ailleurs il a été critiqué, il est souvent avec les sélections de U23, sélections de Léopard à prime, c'est vrai, ça s'est bien passé. Moi je pense que suivre les cas de les différentes sélections, c'est très très important pour notre sélection, mais il faudrait revoir notre calendrier pour que ces joueurs ici, avec les internationaux, parce qu'ils sont à Jambé. Déjà, ils sont dans différentes compétitions. En France, on est en train de jouer. Au Portugal, dans différentes compétitions, on est en train de jouer dans différents championnats au niveau mondial. Est-ce que chez nous, on est en train de jouer pour composer avec des logos? C'est ça le sérieux problème. Et vous allez voir, avec la sélection qui va venir, il y aura plus de joueurs internationaux que des logos. On ne va pas se plaindre parce que le coach lui-même est conscient du niveau de notre championnat, donc il ne va pas se faire erreur. Parce que ce que le coach doit chercher, c'est de gagner tous les matchs. Ce qui nous a toujours posé des problèmes, c'est parce qu'au Congo, lorsqu'on veut faire de bonnes choses, on ne donne pas de moyens aux entraîneurs. Chers téléspectateurs de la Moto TV, c'est cette analyse qui nous mène à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez chez vous et prenez bien soin de vous. Au revoir.